Mes parents m'ont traîné en justice parce que j'ai acheté une maison. Ce n'est pas une blague. J'ai passé 8 ans à me tuer à la tâche dans l'immobilier commercial, à économiser chaque centime, à zapper les vacances et à vivre chichement, puis j'ai enfin acheté ma première maison. Leur réaction? Cette maison aurait dû revenir à ta sœur. J'ai ri, jusqu'au moment où j'ai compris qu'ils étaient parfaitement sérieux. Alors j'ai pris ma revanche et je me suis assuré qu'ils n'oublieraient jamais qu'il avait réellement mérité. Accrochez-vous, les gars. Ça va être long, mais je vous promets que chaque mot en vaut la peine. Compte jetable pour des raisons évidentes. Honnêtement, après tout ce qui s'est passé, je me fiche un peu que cette histoire soit connue ou non. J'ai 31 ans, je suis un homme, et je travaille dans l'investissement en immobilier commercial. Je viens tout juste de finaliser l'achat d'une maison à 850 000 $ dans l'un des quartiers les plus prisés de la ville. 4 chambres, un garage pour 3 voitures, un jardin assez grand pour organiser le Super Bowl. Le genre de maison dont je rêvais en grandissant dans notre petit pavillon à demi-niveau où je partageais une chambre avec ma sœur capricieuse jusqu'à mes 16 ans. Laissez-moi vous décrire le contexte familial, parce qu'ici, il est essentiel. Mon père travaille dans le management intermédiaire d'une compagnie d'assurance. Il gagne correctement sa vie, sans plus, environ 75 000 $ par an. Ma mère est hygiéniste dentaire à temps partiel, 3 jours par semaine, pour environ 35 000 $ supplémentaires. Ils sont clairement classe moyenne, à l'aise, mais loin d'être riches. Mais très tôt, ils ont pris une décision. Ma sœur Victoria, aujourd'hui âgée de 33 ans, était leur princesse adorée qui méritait tout, et moi, j'étais juste l'enfant de secours censé se débrouiller tout seul. Le schéma classique de l'enfant doré contre le bouc émissaire, celui qu'on lit dans les manuels de psychologie. Victoria a eu droit à des cours de danse, de piano, d'art, à des colonies de vacances, à des cours particuliers privés quand ses notes chutaient. Moi, on me disait d'aller jouer dehors et de me débrouiller. Quand j'ai eu 17 ans et que j'ai voulu passer le SAT, j'ai dû payer moi-même les 60 $ de frais avec l'argent gagné à mon boulot dans un garage automobile. Pendant ce temps-là, Victoria recevait une BMW neuve pour ses 18 ans, parce qu'elle avait besoin d'un moyen de transport fiable pour l'université. Mais voilà le truc, au lieu de devenir amer et rancunier, j'ai transformé tout ça en carburant pur pour ma motivation. À 16 ans, je travaillais déjà dans le bâtiment pendant les étés du lycée, à faire le sale boulot pour 12 $ de l'heure, sous une chaleur écrasante. J'ai économisé chaque centime et je me suis payé seul une université publique en étudiant la finance. Je travaillais plus de 30 heures par semaine, librairie du campus, service en restaurant, chantier le week-end, tout en maintenant une moyenne de 3,8, dont je suis encore fier aujourd'hui. En 3e année, j'ai obtenu ma licence immobilière et j'ai commencé à revendre des contrats le week-end, touchant de petites commissions qui se sont accumulées avec le temps. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai bossé comme un acharné pendant 8 ans dans l'immobilier commercial. J'ai commencé comme le gars qui fait le café et les photocopies, pour finir par conclure des transactions à plusieurs millions. L'an dernier, j'ai gagné 180 000 $ de salaire de base, plus les bonus. Cette année, je suis en route pour 220 000 $. Victoria, elle? Mes parents ont payé 160 000 $ pour son diplôme en communication, oui, vous avez bien lu. Ensuite, elle a passé 2 ans à se trouver en Californie, dans des appartements hors de prix qu'ils finançaient. Elle est revenue sans aucune perspective professionnelle et a décidé qu'elle allait devenir influenceuse lifestyle. Depuis 5 ans, elle gagne peut-être 800 $ par mois grâce à Instagram, où elle poste des photos artistiques de café et vole des citations de motivation sur Pinterest. Son contenu est exactement ce que vous imaginez, inspiration générique, selfies dans le miroir, et de temps en temps un partenariat douteux pour des compléments minceurs probablement payés en produits gratuits plutôt qu'en argent. Elle vit toujours dans le sous-sol de mes parents et conduit encore la BMW de 15 ans qu'ils lui ont achetée. Le mois dernier, j'ai enfin sauté le pas après plus de 3 ans de planification et d'économie, j'ai acheté une maison à Riverside Heights, le quartier huppé où vivent médecins, avocats et chefs d'entreprise prospères. Vous voyez le genre, rue bordée d'arbres, pelouse impeccable, maison pleine de caractère, passé cube sans âme des banlieues standardisées. Prix d'achat, 850 000 $, ce qui était honnêtement raisonnable pour ce secteur dans le marché actuel. J'ai versé 170 000 $ en apport, soit 20% pile pour éviter l'assurance PMI, et j'ai obtenu un prêt à 2,8%, grâce à un score de crédit de 798 et un taux d'endettement largement acceptable. Le jour où j'ai reçu les clés, j'ai pris une photo devant la maison et je l'ai postée sur Facebook. Les rêves deviennent réalité quand on travaille pour. Plus de 200 likes, des félicitations de partout, amis d'université, collègues, anciens camarades de classe, même d'anciens collègues de chantier. Les gens étaient sincèrement heureux pour moi, parce qu'ils savaient tout le travail que ça avait demandé. Mes parents n'ont ni liké ni commenté. Ça aurait dû être mon premier signal d'alarme. 3 jours plus tard, mon téléphone sonne. La voix de mon père, on doit avoir une réunion de famille au sujet de cette maison. Quelle maison? Demandai-je, sincèrement confus. Tu sais très bien de quoi je parle. Ta mère et moi en avons discuté, et nous pensons que tu dois reconsidérer certaines choses. Je me dis qu'ils veulent peut-être la visiter ou organiser une pendaison de crémaillère. Oh, comme j'étais naïf.
Je me rends chez eux ce soir-là et j'entre dans ce qui ressemblait à une intervention familiale sortie d'une mauvaise série télé. Mes parents assis côte à côte sur le canapé, comme un front uni. Victoria installée dans le fauteuil en face d'eux, l'air suffisant et prétentieux. Et une chaise vide face à eux, pour moi, comme si j'allais passer en cours martial devant ma propre famille. Tout était clairement préparé. Ils avaient discuté à l'avance et établi leur stratégie. L'éclairage était tamisé, l'atmosphère lourde, et j'ai immédiatement compris que ce ne serait pas la conversation de félicitations que j'avais stupidement imaginée. Mon père commence, « Mon fils, nous avons parlé en famille, et nous pensons que la chose juste à faire serait que Victoria ait la maison. » J'ai éclaté de rire. « De quoi tu parles ?» Ma mère intervient aussitôt, « C'est exactement cette attitude dont nous parlons. Victoria traverse une période difficile. Elle ne peut pas se permettre de déménager, et toi, tu t'en sors très bien. Tu pourrais facilement acheter une autre maison. » Puis Victoria prend la parole, et cette partie me fait encore monter la tension à chaque fois que j'y repense. J'ai toujours rêvé d'avoir une maison comme celle-là, et honnêtement, je pense que je la mérite plus que toi. J'ai vécu tellement de traumatismes émotionnels en essayant de construire ma marque et de m'imposer comme influenceuse. Toi, tout a été servi sur un plateau avec ton travail de bureau et ton revenu stable. Tu ne comprends pas les difficultés d'une entrepreneuse créative dans l'économie actuelle. Ce n'est pas juste que tu vives dans le luxe pendant que je suis coincé au sous-sol à essayer de joindre les deux bouts. Je la regardais, complètement abasourdie. Cette femme qui n'a jamais travaillé une seule vraie journée de sa vie, dont le plus grand stress consiste à choisir entre 2 filtres Instagram ou à décider quelle citation inspirante voler sur Pinterest, dont la décision quotidienne la plus difficile est de savoir si elle va commander sur DoorDash ou demander à maman de lui faire un sandwich, venait de me dire que tout m'avait été donné. L'audace était à couper le souffle. Moi, là, face à elle, quelqu'un qui avait bossé sur des chantiers par 40 degrés, enchaîné les nuits blanches à étudier tout en cumulant plusieurs emplois, vécu pendant des années à base de nouilles instantanées pour économiser, et c'était moi le privilégié. Vous êtes tous complètement fous, ai-je lâché avant de partir. Mon père a crié derrière moi, cette conversation n'est pas terminée. La famille prend soin de la famille. Je pensais que ça s'arrêtait là. Spoiler, pas du tout. 2 semaines après cette réunion familiale surréaliste, je rentrais de la salle de sport quand je suis tombé nez à nez avec une huissière devant ma porte. Femme très professionnelle, tailleur impeccable, qui me tend une enveloppe comme si elle livrait le diamant Hope. Je l'ouvre directement sur le pas de ma porte, et je vous jure que j'ai cru halluciner. Mes propres parents me poursuivaient en justice pour ma maison. La maison que j'avais achetée avec mon propre argent. La plainte faisait 47 pages de pur délire. Premier chef d'accusation, je leur devais 420 000 $ pour frais d'éducation et de prise en charge parentale. Deuxième chef, Victoria était financièrement désavantagée à cause du climat économique affectant les entrepreneurs des réseaux sociaux. J'ai dû relire ça 2 fois. Troisième chef, en tant que fils, j'avais une obligation morale et légale d'assurer la stabilité financière de la famille. Quatrième chef, l'achat de la maison avait été rendu possible grâce aux compétences et aux valeurs qu'ils m'avaient transmises, ce qui leur donnait droit au bien. Ce qu'ils demandaient, le transfert de la maison à Victoria, avec moi continuant à payer le crédit pendant 36 mois, plus 15 000 $ de dommages émotionnels pour le stress que j'avais causé en étant égoïste. J'ai appelé un ami avocat et je lui ai lu le dossier en entier. Silence total pendant 30 secondes, puis « Mec, c'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue. Mais tu dois prendre ça au sérieux, parce que même les gens cinglés peuvent gagner si tu ne te défends pas correctement. » J'aurais probablement dû l'engager, mais j'étais tellement en colère que je voulais gérer ça moi-même. J'ai toujours été doué pour la recherche et la documentation, et honnêtement, je voulais la satisfaction de les battre avec mes propres compétences. Le chaos familial a commencé immédiatement. Victoria est passée en mode victime totale sur les réseaux. Elle a posté une longue story Instagram sur les membres toxiques de sa famille qui mettent l'argent au-dessus de l'amour, et sur son combat pour ce qui était moralement juste. À l'époque, elle avait environ 3000 abonnés, majoritairement des bots et des femmes d'âge moyen qui la suivaient pour ses photos de café. Mais là où ça devient vraiment divertissant, c'est qu'elle a lancé une série TikTok intitulée « Mon frère a volé mon avenir ». Elle pleurait face caméra, racontant qu'elle avait déjà choisi les meubles pour sa maison et que je détruisais la famille. Certaines vidéos ont fait pas mal de vues, parce que les gens adorent les catastrophes. Mes parents, eux, sont partis en guerre nucléaire sur Facebook. Ma mère a publié un pavé sur les sacrifices de carrière qu'elle avait fait pour m'élever et sur la façon dont je les abandonnais dans leurs moments de besoin. Mon père partageait des articles sur les enfants réussibles qui oublient leurs racines. La cerise sur le gâteau, Victoria a créé un GoFundMe intitulé « Aidez-moi à me battre pour la maison de ma famille ». Elle affirmait que j'avais manipulé le système judiciaire et qu'elle avait besoin de 30 000 $ de frais juridiques pour récupérer sa maison. Résultat, 847 $ en 2 semaines, principalement donnés par des membres de la famille. Ma tante, la sœur de mon père, est devenue leur lieutenant en chef. Elle commentait absolument tout sur les réseaux, expliquant à quel point j'étais ingrat et combien Victoria méritait de la stabilité. Elle a même appelé mon bureau pour tenter de me faire virer, disant à mon patron que j'étais mentalement instable et que j'avais abandonné mes responsabilités familiales. Heureusement,
Mon patron a trouvé ça hilarant et m'a simplement prévenu. Le harcèlement a rapidement empiré. Ils ont commencé à passer en voiture devant ma maison à des heures bizarres. Victoria postait des stories Instagram depuis sa voiture, à l'extérieur de mon quartier, avec des légendes du genre, juste en train de penser à ce qui aurait pu être. Ou certaines personnes ont tout sur un plateau. J'ai installé une sonnette Ring et des caméras de sécurité. En une semaine, j'ai filmé Victoria essayant de regarder par mes fenêtres à 23h, ma tante prenant des photos de ma maison depuis la rue, mes parents assis dans leur voiture sur mon allée pendant 20 minutes, à simplement regarder. Pendant la phase de communication des preuves, j'ai dû fournir mes documents financiers prouvant que j'avais acheté la maison seule. De mon côté, j'ai demandé leur relevé financier pour démontrer qu'ils n'avaient aucun droit sur la propriété. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose de fascinant. Mes parents mentaient sur leur situation financière. Ils n'étaient pas en difficulté. Ils avaient plus de 200 000 $ d'économie et d'investissement. Mais ils disaient à tout le monde, y compris à Victoria, qu'ils étaient fauchés. Les dossiers de Victoria étaient encore meilleurs. Cette femme qui se disait financièrement désavantagée recevait 2 500 $ par mois de mes parents depuis 3 ans. En plus, ils payaient son assurance auto, son téléphone, son assurance santé, et la laissaient vivre gratuitement chez eux. Elle gagnait 800 $ par mois grâce à Instagram et 2 500 $ par mois grâce à mes parents, mais c'était moi le méchant pour ne pas lui donner ma maison. La phase de découverte a duré 4 mois. Le harcèlement familial a continué, Victoria faisant des TikTok devant chez moi, mes parents apparaissant dans des endroits où ils savaient que je serais, toujours à observer, jamais à parler. Mais moi, je documentais tout, photos, vidéos, captures d'écran, relevés bancaires. Je construisais un dossier non seulement pour garder ma maison, mais pour exposer à quel point ils étaient manipulateurs. L'audience a été fixée en février. 3 mois pour me préparer à la guerre. Les 3 mois précédents, le procès ressemblait à un accident de voiture au ralenti, sauf que la voiture, c'était la réputation de ma famille et que j'avais la meilleure place pour regarder. La série TikTok de Victoria, Mon frère a volé mon avenir, a commencé à attirer l'attention, mais pas celle qu'elle espérait. Les commentaires posaient des questions simples, pourquoi tu ne trouves pas un travail? En quoi est-ce sa faute si tu n'as pas de maison? Au lieu de répondre logiquement, elle a publié des vidéos en pleurs expliquant que tout le monde ne comprenait pas les difficultés de construire une marque personnelle et que certaines personnes naissent avec des privilèges. Les commentaires sont devenus encore plus violents. Mon préféré, meuf, ton frère bossait sur des chantiers pendant que toi tu vivais dans le sous-sol de tes parents. Quel privilège? Victoria a redoublé d'efforts. Elle a commencé à parler d'abus financiers et de membres de la famille qui te manipulent pour te faire croire que tu ne mérites pas le succès. Elle a même tourné une vidéo où elle conduisait jusqu'à mon quartier, se filmant en train de pleurer dans sa voiture en disant qu'elle devrait vivre ici et non dans un sous-sol. La vidéo a atteint 50 000 vues, mais pour toutes les mauvaises raisons. Les gens ont commencé à faire des vidéos en réponse pour se moquer d'elle. Quelqu'un a retrouvé son LinkedIn, montrant qu'elle était au chômage depuis 5 ans. Une autre personne a exhumé d'anciens posts Instagram où elle se vantait de sacs de luxe et de vacances payés par mes parents. Internet faisait mon travail de recherche à ma place. Pendant ce temps, mes parents ont engagé un deuxième avocat, après que le premier leur a clairement dit que l'affaire était ingagnable et qu'ils devraient abandonner. Le nouveau était plus cher, mais parfaitement disposé à encaisser leur argent. D'autres membres de la famille ont commencé à être entraînés dans le conflit. Mon oncle m'a appelé en essayant de jouer les médiateurs. Tu ne pourrais pas simplement lui donner l'argent de l'apport? Tu peux te permettre une autre maison, et ça préserverait la paix familiale. Je lui ai répondu exactement la même chose que je disais à tout le monde. Je ne donne rien à personne. J'ai mérité cette maison. Si Victoria veut une maison, elle peut trouver un travail et en acheter une. Ma grand-mère a appelé en pleurant, disant que la famille était en train de se déchirer. Ça m'a fait mal, parce que je la respecte sincèrement. Mais je suis resté ferme. Noël a été particulièrement divertissant. J'ai évidemment été désinvité. Mais j'ai appris plus tard que Victoria avait passé tout le dîner à parler de sa maison, en montrant aux gens des photos qu'elle avait prises depuis la rue. Elle faisait des plans de redécoration et expliquait où elle installerait son atelier d'art. Mon cousin était présent et m'a raconté qu'elle avait littéralement dit « Une fois que j'aurai la maison, j'organiserai une énorme pendaison de crémaillère pour célébrer le triomphe de la justice. » Cette femme vivait déjà là-bas dans sa tête. Pendant qu'ils jouaient les victimes sur les réseaux sociaux, moi, je faisais du vrai travail. J'ai engagé un expert comptable judiciaire pour analyser leurs documents financiers issus de la phase de communication des preuves. Ce que nous avons découvert était magnifique. Mes parents mentaient à Victoria en prétendant être fauchés alors qu'ils détenaient plus de 200 000 $ d'actifs. Ils lui avaient versé 2 500 $ par mois pendant 3 ans, soit 90 000 $ au total. Ils lui avaient acheté sa voiture, payé ses vacances, ses frais médicaux, absolument tout. Victoria n'avait jamais déclaré aux impôts l'argent qu'ils lui donnaient. Ils avaient contracté un prêt sur la valeur de leur maison de 50 000 $ pour financer le procès. Le meilleur dans tout ça? Victoria prétendait être une entrepreneuse indépendante sur les réseaux sociaux tout en recevant 30 000 $ par an de papa et maman. J'ai aussi découvert que ma tante poussait pour ce procès depuis le début. Elle ne m'avait jamais aimé et aidé à payer les frais d'avocat.
3 semaines avant l'audience, Victoria a fait sa plus grosse erreur. Elle a posté un TikTok où elle faisait du shopping pour les meubles de ma nouvelle maison. Magasin hors de prix, choisissant des canapés et des tables de salle à manger, parlant de manifester la vie que je mérite. Quelqu'un a enregistré la vidéo et me l'a envoyée. Les commentaires étaient impitoyables, c'est gênant. Imagine avoir 33 ans et agir comme ça. Ton frère a évité une balle. Victoria a même répondu aux commentaires haineux, ce qui a empiré les choses. 2 semaines avant le tribunal, ils ont tenté leur dernière manœuvre. Mes parents, Victoria et ma tante se sont pointés chez moi un dimanche matin, pendant que je travaillais dans le garage. Ils n'ont pas frappé. Ils sont arrivés comme s'ils étaient chez eux. Mon père a commencé, « Mon fils, on peut encore régler ça sans passer par le tribunal. Fais juste ce qui est juste. » Victoria se promenait sur ma propriété comme si elle en était déjà la propriétaire, prenant des photos et discutant de l'endroit où elle planterait des fleurs. Je leur ai dit de quitter ma propriété ou j'appelais la police. Ma tante a commencé à crier sur mon ingratitude. Victoria s'est mise à pleurer en disant que je détruisais ses rêves. Et ma mère répétait en boucle, « La famille doit aider la famille. » Je suis rentré à l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et j'ai appelé le 911. Quand la police est arrivée, ils étaient partis, mais j'ai quand même déposé une plainte. Ce soir-là, Victoria a posté une story Instagram expliquant que j'avais appelé la police contre ma propre famille, et que certaines personnes feraient n'importe quoi pour éviter de faire ce qui est juste. Les commentaires n'étaient pas du tout de son côté. Le tribunal avait lieu le lundi matin. J'ai passé le dimanche à organiser les preuves, relevés financiers, capture d'écran des réseaux sociaux, photos de violation de propriété, rapport de l'expert comptable judiciaire, tout. J'étais prêt à les démolir. Le jour du procès ressemblait à un matin de Noël. Je suis arrivé en avance, vêtu de mon meilleur costume, avec 2 mallettes pleines de preuves. Je me sentais comme un procureur poursuivant une famille mafieuse, sauf que je me battais pour quelque chose qui m'appartenait déjà. Mes parents sont arrivés avec Victoria, ma tante et environ 6 autres membres de la famille pour le soutien moral. Ils étaient habillés comme pour un enterrement, tous coordonnés en noir et bleu marine. Victoria tenait un dossier rempli d'impressions Pinterest de décorations intérieures. Elle avait littéralement apporté des idées de déco au tribunal, comme si elle préparait déjà son emménagement. Leur nouvel avocat avait l'air nerveux. C'était la première fois qu'il voyait toutes mes preuves, et je voyais clairement qu'il réalisait dans quel désastre il s'était embarqué. La juge était une femme d'une 50aine d'années, sans aucune tolérance pour les bêtises, avec l'air de quelqu'un qui avait déjà vu tous les drames familiaux possibles. Elle a commencé en demandant aux 2 parties de résumer brièvement leur position. L'avocat de mes parents a pris la parole en premier. « Votre honneur, mes clients sont des parents aimants qui ont massivement investi dans le développement de leur fils et cherchent aujourd'hui une répartition équitable des bénéfices de cet investissement. La sœur du défendeur est en difficulté financière et a besoin d'un logement stable, tandis que le défendeur a largement les moyens d'acquérir un autre bien. À mon tour. Votre honneur, je suis l'unique propriétaire du bien en question. Je l'ai acheté intégralement avec des fonds que j'ai gagnés et économisés grâce à mon propre travail. Aucune autre partie n'a contribué à cet achat de quelque manière que ce soit. Cette plainte est une tentative de vol de ma propriété légalement acquise, fondée sur la fausse idée que des enfants adultes doivent à leurs parents la propriété de leurs biens. La juge a hoché la tête. Voyons les preuves. Ils ont commencé, et c'était magnifique de les regarder se pendre eux-mêmes. Preuve, pièce numéro 1, des photos de bébés de moi, comme preuve de leur investissement. La juge, en quoi des photos de bébés sont-elles liées à la propriété immobilière? L'avocat, elle montre l'investissement émotionnel et financier de mes clients. La juge, êtes-vous en train d'affirmer que les dépenses liées à l'éducation d'un enfant créent des droits de propriété sur les biens d'un adulte? Silence gênant. Preuve, pièce numéro 2, les relevés de prêts étudiants de Victoria, 180 000 $ au total. La juge, qui est responsable de ces prêts? Victoria. C'est vrai, mais je ne peux pas assumer les paiements à cause de la situation économique qui affecte les influenceurs. La juge, quel est votre statut professionnel actuel? Victoria, je suis une entrepreneuse qui construit sa marque personnelle sur les réseaux sociaux. La juge, et quel revenu cela génère-t-il? Victoria, ce n'est pas une question de revenu pour l'instant. C'est une question d'engagement de l'audience. La juge, donc vous êtes au chômage? Victoria, je suis indépendante. Pièce à conviction numéro 3, le plan d'affaires de Victoria visant à transformer ma maison en espace créatif et en studio de contenu. La juge, le défendeur a-t-il accepté ce plan d'affaires? L'avocat adverse, non, votre honneur, mais cela montre comment le bien pourrait être mieux utilisé. La juge, par quelqu'un qui n'en est pas propriétaire? Puis ce fut mon tour. Preuve, pièce numéro 1, l'ensemble des documents financiers prouvant que j'ai acheté la maison intégralement avec mon propre argent. Votre honneur, cela démontre clairement une propriété exclusive. Y a-t-il une quelconque contestation de ces faits? L'avocat, non, votre honneur, mais. La juge, mais quoi? Preuve, pièce numéro 2, le rapport de l'expert comptable judiciaire montrant que mes parents détenaient plus de 200 000 $ d'actifs tout en prétendant être ruinés. La juge, donc les plaignants ont déformé leur situation financière? Moi, oui, votre honneur.
Il disait à tout le monde qu'il ne pouvait pas aider Victoria, tout en lui versant secrètement 2500 $ par mois. Preuve, pièce numéro 3, les relevés bancaires montrant que Victoria a reçu 90 000 $ de mes parents sur 3 ans. La juge, s'adressant à Victoria, saviez-vous que vous receviez l'équivalent de 30 000 $ par an de vos parents? Victoria, ce n'était pas un revenu. C'était de l'aide familiale. La juge, avez-vous déclaré cette aide dans vos déclarations fiscales? Victoria, je ne pensais pas que c'était nécessaire. La juge, vous avez donc reçu 90 000 $ de revenus non déclarés tout en affirmant être en difficulté financière? Preuve, pièce numéro 4, capture d'écran des vidéos TikTok de Victoria, y compris celle où elle achète des meubles. La juge a littéralement regardé Victoria choisir des meubles pour sa nouvelle maison. Avez-vous créé cette vidéo? Victoria, oui, mais je visualisais simplement mon avenir. La juge, vous faisiez du shopping pour une maison que vous ne possédez pas, alors qu'une procédure judiciaire était en cours? Victoria, je manifestais le succès. Preuve, pièce numéro 5, photos et rapports de police concernant leurs intrusions sur ma propriété. La juge, êtes-vous entré sur la propriété du défendeur sans autorisation? Mon père, nous sommes ses parents. Nous essayons de régler ça en famille. La juge, sur une propriété que vous êtes actuellement en train de poursuivre en justice pour obtenir? La juge a levé l'audience pendant 15 minutes, puis est revenue pour prononcer les 10 minutes les plus satisfaisantes de toute ma vie. Cette affaire est non seulement dénuée de fondement, mais elle frôle le harcèlement. Le défendeur a acheté ce bien avec ses propres fonds. Les plaignants n'ont absolument aucun droit légal sur cette propriété. De plus, la plaignante Victoria a démontré un schéma préoccupant de sentiment de droit acquis et d'irresponsabilité financière, tout en recevant un soutien substantiel non déclaré de ses parents. Le défendeur a fait preuve d'un sang-froid remarquable face à ce qui ressemble à une campagne coordonnée de harcèlement. Affaire rejetée. Elle m'a même accordé le remboursement des frais et dépenses, malgré le fait que je me représentais moi-même. Victoria s'est mise à sangloter dans la salle d'audience. Ma tante a commencé à hurler à propos d'un prétendu biais judiciaire. Mes parents restaient assis, figés, comme si quelqu'un venait de mourir. Mais le vrai spectacle a commencé à l'extérieur. La scène sur les marches du tribunal était meilleure que la télé-réalité. Victoria faisait une crise totale, pleurs hystériques, cris, expliquant que la juge ne comprenait rien et que j'avais manipulé tout le monde. Ma tante piquait une crise monumentale, criant sur des inconnus à propos de systèmes judiciaires corrompus et du fait que la famille ne signifiait plus rien. La sécurité a dû lui demander de se calmer ou de partir. Mes parents avaient l'air complètement sonnés. Je crois qu'ils pensaient sincèrement qu'ils allaient gagner. Le meilleur moment? Des passants ont reconnu Victoria grâce à ses TikTok. Des étudiantes se sont arrêtées et l'une a dit « Oh mon Dieu, c'est la fille qui pense que son frère devrait lui donner sa maison ». Elles ont commencé à la filmer pendant sa crise. Victoria s'en est rendue compte et a hurlé pour qu'elles arrêtent, ce qui les a évidemment encouragées à filmer encore plus. Moi, je suis simplement monté dans ma voiture et je suis parti. La victoire faisait du bien, mais je savais que ce n'était pas fini. Dans les 24 heures, Victoria a posté une vidéo TikTok de 10 minutes dénonçant des juges corrompus et un système judiciaire truqué. Elle affirmait que j'avais soudoyé ou manipulé la juge et qu'elle allait faire appel. Les commentaires étaient impitoyables, accepte la défaite et trouve un travail. C'est gênant. Ton frère ne te doit absolument rien. Victoria a persisté, publiant encore plus de vidéos sur la lutte contre l'injustice et la dénonciation de la corruption dans les tribunaux familiaux. Mes parents ont lancé leur propre campagne sur les réseaux sociaux. Ma mère a posté sur Facebook que j'avais choisi l'argent plutôt que la famille. Mon père partageait des articles sur les enfants ingrats et le déclin des valeurs familiales. Mais leurs amis n'étaient pas du tout de leur côté. Des personnes qui me connaissaient depuis l'enfance ont commenté pour me soutenir, je me souviens quand il travaillait 2 emplois pour payer ses études pendant que Victoria avait tout. Ce garçon a toujours été responsable et travailleur. Si vous aviez traité vos enfants de manière équitable, rien de tout ça ne serait arrivé. Ma tante a essayé d'organiser un boycott familial contre moi. Elle appelait les proches pour leur demander de couper les ponts jusqu'à ce qu'ils fassent ce qui est juste. Ça s'est retourné contre elle de manière spectaculaire. Mon cousin lui a dit exactement ce que tout le monde pensait, tu es stupide. Il a acheté une maison avec son propre argent. Personne ne doit rien à Victoria juste parce qu'elle est trop paresseuse pour travailler. Ma grand-mère a appelé mes parents et leur a dit qu'ils devraient avoir honte. Elle leur a dit qu'elle était fière de moi pour avoir tenu tête à des harceleurs, même quand ce sont des membres de la famille. Mais le harcèlement n'a pas cessé. Victoria a commencé à passer tous les jours devant chez moi, toujours en filmant. Elle se garait en face et faisait des TikTok expliquant qu'elle devrait vivre ici. Mes parents ont recommencé à se présenter sur mon lieu de travail, s'asseyant sur le parking en espérant me croiser. Quand ça n'a pas fonctionné, ils ont commencé à appeler le bureau en inventant des urgences familiales. Mon patron a fini par bloquer leur numéro. La goutte d'eau est arrivée 3 semaines après le procès. Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé Victoria dans mon jardin, en train de prendre des mesures et de faire des croquis. Elle avait escaladé la clôture et planifié des plates-bandes et des terrasses. Quand elle m'a vu, elle ne s'est pas enfuie. Elle a dit, je fais juste des plans pour quand tout ça sera réglé correctement. Le système judiciaire a échoué, mais la justice finira par triompher.
J'ai appelé la police. Elle a été arrêtée pour violation de propriété. Ce soir-là, elle a posté un TikTok depuis le commissariat, en pleurs, expliquant que j'avais appelé la police contre ma propre famille et que j'utilisais le système pour l'abuser. Les commentaires n'étaient absolument pas compatissants. Quelque chose d'intéressant a commencé à se produire à ce moment-là. Le stress constant était en train de détruire le mariage de mes parents. Mon cousin m'a dit qu'ils se disputaient sans cesse, se rejetant la faute. Mon père pensait qu'ils auraient dû abandonner et se réconcilier. Ma mère était convaincue qu'ils devaient continuer à se battre, parce que Victoria méritait justice. Victoria les poussait à faire appel et à me poursuivre pour harcèlement. Pendant ce temps, moi, je documentais tout. Photos de Victoria en intrusion, capture d'écran des réseaux sociaux, preuves de harcèlement sur mon lieu de travail, absolument tout. Je montais un dossier, mais pas pour ce qu'ils imaginaient. Je me suis rendu compte d'une chose, ces gens-là ne s'arrêteraient jamais. Ils n'accepteraient jamais d'avoir tort. Ils continueraient à me harceler jusqu'à ce que quelqu'un les oblige à faire face à de véritables conséquences. Alors j'ai décidé de leur donner exactement ce qu'ils réclamaient, la justice. Mais pas celle qu'ils imaginaient. Pendant que ma famille détruisait sa propre réputation et intensifiait le harcèlement, moi, je travaillais discrètement sur quelque chose qui allait mettre un terme définitif à tout ça. Quand on travaille dans l'immobilier commercial, on apprend vite à comprendre les situations financières des gens. On se crée aussi un réseau, avocats, comptables, professionnels spécialisés dans la résolution de problèmes complexes. Après l'arrestation de Victoria pour violation de propriété, j'ai eu une conversation avec mon ami avocat. Pas pour poursuivre ma famille en justice. Je ne voulais pas de leur argent. Je voulais quelque chose de bien meilleur, des comptes à rendre. Et si je soupçonnais quelqu'un de fraude fiscale, d'usurpation d'identité et de collecte de fonds frauduleuses? Ai-je demandé. Il a souri. Je dirais que ça pourrait fortement intéresser l'IRS et le FBI. Voici ce que j'ai découvert au cours de mon enquête. La situation fiscale de Victoria. Elle recevait 2 500 $ par mois de mes parents depuis 3 ans, soit 90 000 $ au total, et n'a jamais déclaré cet argent comme revenu. Elle se présentait comme chef d'entreprise sur des dossiers officiels alors qu'elle n'avait aucun revenu professionnel légitime. La fraude GoFundMe. Sa cagnotte affirmait que j'avais volé une maison familiale et qu'elle avait besoin d'argent pour des frais juridiques. Elle a levé des fonds sous de faux prétextes et a utilisé la majeure partie de l'argent pour des dépenses personnelles, pas pour des frais d'avocat. Les problèmes d'identité. Victoria utilisait l'adresse de mes parents pour des demandes de crédit tout en déclarant d'autres adresses ailleurs. Elle a également utilisé mes informations personnelles pour tenter d'obtenir une préapprobation de prêt immobilier pour une autre maison. Les mensonges financiers de mes parents. Ils prétendaient être en difficulté financière alors qu'ils disposaient de plus de 200 000 $ d'actifs. Ils avaient aussi contracté un prêt sur la valeur de leur maison dans des circonstances pour le moins douteuses. Mais le vrai trésor, c'était l'obsession de Victoria pour les réseaux sociaux. Elle documentait absolument tout. J'ai passé en revue des mois de stories Instagram, de TikTok, de publications Facebook et de Snapchat. Cette femme avait créé une trace numérique complète de toute son escroquerie. Des vidéos où elle dépensait l'argent de GoFundMe en vêtements et restaurants. Des posts où elle parlait d'aide familiale tout en se présentant comme indépendante. Des captures d'écran où elle planifiait de revendre ma maison avec profit une fois qu'elle l'aurait obtenue. Des messages à ses amis expliquant comment elle allait prendre mon frère pour tout ce qu'il a. Et la cerise sur le gâteau? Elle avait publié un TikTok où on la voyait remplir des demandes de crédit en utilisant les informations et les revenus de mes parents pour obtenir des prêts plus élevés. J'ai tout compilé dans un rapport exhaustif, documents financiers, preuves issues des réseaux sociaux, dossiers juridiques, absolument tout. Puis j'ai envoyé des copies à l'IRS, fraude fiscale. Le FBI, fraude électronique, GoFundMe. Le procureur général de l'État, collecte de fonds frauduleuses. Les agences de crédit, tentative d'usurpation d'identité. Le service fraude de GoFundMe. Instagram et TikTok, harcèlement et contenu frauduleux. Ensuite, j'ai attendu. Pendant que les enquêtes démarraient, Victoria continuait à creuser. Elle a lancé une nouvelle cagnotte sur une autre plateforme, affirmant qu'elle avait besoin d'argent pour faire appel. Elle vendait aussi des vidéos personnalisées sur Cameo, où elle se plaignait de sa situation pour 25 $ la vidéo. Mes parents continuaient à me harceler, tout en se disputant constamment. Le stress détruisait leur mariage et leurs finances. Le procès leur avait déjà coûté plus de 30 000 $, sans compter les dépenses continues liées au train de vie de Victoria. Ma tante continuait à s'agiter sur les réseaux sociaux, mais de moins en moins de gens l'écoutaient. Puis les dominos ont commencé à tomber. La nouvelle cagnotte de Victoria a été fermée en moins d'une semaine. La plateforme avait été alertée de ses fraudes précédentes et l'a bannie définitivement. Ses comptes sur les réseaux sociaux ont commencé à tomber les uns après les autres. Instagram a supprimé son compte pour harcèlement et fraude. TikTok a suivi. Snapchat l'a suspendu pour violation des règles de la communauté. Victoria faisait des crises à propos de la censure et du fait qu'on la faisait taire, mais elle n'avait plus aucune plateforme pour se plaindre. Ensuite, mes parents ont reçu une lettre de l'IRS, avis de contrôle fiscal complet sur 3 ans, incluant les 90 000 $ non déclarés versés à Victoria et les circonstances du prêt immobilier. Victoria a reçu sa propre lettre quelques jours plus tard.
L'IRS voulait discuter de ses incohérences dans ses déclarations de revenus et de ses prétentions de chef d'entreprise. Mais le meilleur restait à venir. L'unité des crimes financiers du FBI a ouvert une enquête sur la fraude GoFundMe de Victoria. La fraude électronique est un crime fédéral, et elle avait franchi des frontières d'État puisque des donateurs venaient de plusieurs États. Quand des agents du FBI se sont présentés chez mes parents pour interroger Victoria, elle a complètement paniqué. Elle m'a appelé pour la première fois depuis le procès, en pleurs, me suppliant de faire arrêter tout ça. Je ne vois pas de quoi tu parles, lui ai-je répondu. Tu devrais peut-être prendre un avocat. L'enquête a duré 3 mois. Pendant ce temps, le harcèlement familial s'est complètement arrêté. Ils étaient bien trop occupés avec des avocats et des comptables pour s'occuper de moi. Victoria a dû retourner vivre chez mes parents, incapable de payer un loyer sans revenus issus des réseaux sociaux. Mes parents ont dû vendre leur bateau et revoir à la baisse leur projet de retraite pour payer les frais juridiques. Ma tante a cessé sa campagne en ligne après que son employeur a reçu une plainte concernant son harcèlement numérique. Dans une petite ville, les rumeurs vont vite. Sa réputation était détruite. Pendant ce temps-là, moi, je vivais ma meilleure vie. Promotion au travail. Je sortais avec une femme incroyable. J'organisais régulièrement des soirées jeux chez moi. Chez moi. Dans la maison que j'avais achetée avec mon propre argent. Mais je n'avais pas encore terminé. Le meilleur était encore à venir. 6 mois après le procès, mon téléphone a sonné à 23h, un mardi soir. La voix de mon père était méconnaissable. Brisé. Mon fils, on doit parler. Tu peux venir, s'il te plaît. Une partie de moi voulait raccrocher. Mais la curiosité l'a emporté. Qu'est-ce qui pouvait bien les pousser à me contacter après tout ça? Je me suis rendu chez eux et j'ai découvert une scène magnifique dans sa justice karmique. La nouvelle voiture de ma mère, une Camry 2018, avait disparu, vendue pour payer les frais juridiques. La BMW de Victoria était dans l'allée, immobilisée par un sabot à cause d'amendes de stationnement impayées. À l'intérieur, la maison semblait plus petite, plus triste. Ils avaient vendu des meubles pour couvrir les dépenses. La télévision grand écran avait disparu. Même certains bijoux de ma mère n'étaient plus là. Mes parents avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. Victoria était assise à la table de la cuisine, entourée de papiers, complètement anéantie. C'est à quel sujet? Ai-je demandé. Mon père s'est raclé la gorge. Le FBI, il recommande des poursuites contre Victoria. Fraude électronique. Évasion fiscale. Usurpation d'identité. Elle risque entre 3 et 5 ans de prison fédérale. Victoria s'est mise à pleurer. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. J'étais juste en colère, jalouse, et j'ai pris des décisions stupides. Ma mère a pris la parole. Nous avons vu 3 avocats, et tous disent la même chose. Les preuves contre elles sont accablantes. La seule chose qui pourrait t'aider, c'est si les victimes, si toi, acceptaient de témoigner en sa faveur. J'ai failli éclater de rire. Donc, si je comprends bien, vous me poursuivez en justice pour ma maison, vous me harcelez pendant des mois, et maintenant vous voulez que je vous aide à éviter la prison à Victoria? Mon père a hoché la tête, misérable. On sait qu'on a tout gâché. On sait qu'on avait tort sur toute la ligne. On te supplie. C'est quand même ta sœur. Victoria a levé les yeux, le visage ravagé par les pleurs. Je ferai n'importe quoi. Je trouverai un travail. Je te rembourserai. Je ferai des excuses publiques. Tout ce que tu veux. S'il te plaît, ne me laisse pas aller en prison. Mais j'avais besoin d'entendre toute la vérité. Quoi d'autre? Ai-je demandé. Ma mère a soupiré. Le contrôle fiscal de l'IRS. On doit 67 000 $ d'arriérés d'impôts et de pénalités. Les versements à Victoria, le prêt sur la maison, et d'autres problèmes qu'ils ont découverts. On va devoir liquider presque tout, a ajouté mon père d'une voix basse. On perd la maison. Ça fait 37 ans qu'on vit ici, et on va devoir la vendre pour payer ce qu'on doit. On aura de la chance si on s'en sort à l'équilibre après toutes les dettes. Victoria s'est mise à sangloter encore plus fort. C'est ma faute. J'ai détruit notre famille parce que j'étais jalouse de ta réussite. Je pensais mériter ce que tu avais gagné, et j'ai monté nos parents contre toi. Je les ai regardés tous les 3, ces personnes qui m'avaient rendu la vie infernale pendant des mois. Ils étaient brisés, ruinés financièrement, et confrontés à de lourdes conséquences légales à cause de leur cupidité et de leur sentiment de droit acquis. C'était exactement ce qu'ils méritaient. Vous voulez savoir ce que j'en pense? Ai-je dit. Je pense que c'est la première fois de la vie de Victoria qu'elle fait face à de vraies conséquences. Je pense que vous avez passé plus de 30 ans à encourager son comportement d'enfant gâté, et que maintenant vous découvrez tout ce qui arrive quand cette mentalité rencontre la réalité. Mon père a essayé de parler, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Vous m'avez poursuivi pour une maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Vous m'avez harcelé sur mon lieu de travail. Vous êtes entré illégalement sur ma propriété. Vous avez essayé de détruire ma réputation sur les réseaux sociaux. Et maintenant, vous voulez que je vous aide? Victoria hyperventilait. S'il te plaît, je t'en supplie. Je ne te dérangerai plus jamais, je te le jure. Je disparaîtrai complètement de ta vie. Ma mère a ajouté, on signera quelque chose de légalement contraignant. On ne te contactera plus jamais,
On ne te demandera plus rien, si tu nous aides juste cette fois. J'ai fait semblant d'y réfléchir pendant qu'il restait assis dans un silence désespéré. Voilà ce qui va se passer, ai-je finalement dit. Victoria va faire face aux conséquences de ses crimes. Vous aussi, vous allez faire face aux conséquences de l'avoir encouragée. Et moi, je vais rentrer chez moi, dans ma maison, et continuer ma vie. Victoria a hurlé, tu ne peux pas me laisser aller en prison. Je suis ta sœur. Tu es une étrangère qui partage simplement un peu d'ADN avec moi, ai-je répondu. Tu as fait tes choix. Assume-les. Ma mère a tenté une dernière fois, et si on te remboursait? Et si on te donnait de l'argent? J'ai ri. Avec quel argent? Vous êtes fauché. Vous vous souvenez? Et puis, je ne veux pas de votre argent. J'ai le mien. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté. Vous savez quelle est l'ironie dans tout ça? Si vous aviez simplement été fier de moi quand j'ai acheté ma maison, si vous aviez célébré ma réussite au lieu d'essayer de me la voler, on serait encore une famille. Mais vous avez choisi la cupidité plutôt que l'amour. Vous avez choisi le sentiment de droit acquis plutôt que les relations. Vous avez choisi les illusions de Victoria plutôt que la réalité. Mon père pleurait maintenant lui aussi. On sait. On est tellement désolé. On sait qu'on ne peut pas réparer ce qu'on a fait, mais s'il te plaît. Le temps des excuses, c'était avant de me poursuivre en justice, ai-je répondu. Maintenant, c'est trop tard. Je les ai laissés là, dans leur maison qui semblait déjà rapetissée, confrontée aux conséquences de leur choix. Victoria a été condamnée à 18 mois de prison fédérale, suivie de 3 ans de liberté surveillée. Elle devra également rembourser intégralement toutes les personnes qui ont donné de l'argent à ces collectes frauduleuses. Mes parents ont perdu leur maison et ont emménagé dans un petit appartement. L'assurance maladie de mon père a couvert la majeure partie de son infarctus lié au stress, mais pas la totalité. Ma tante a été licenciée après que son employeur a jugé que sa campagne de harcèlement en ligne nuisait à l'image de l'entreprise. La famille élargie s'est majoritairement rangée de mon côté une fois que tous les faits ont été révélés. Ma grand-mère a dit qu'elle était fière de moi pour avoir tenu tête à des harceleurs, même quand il s'agissait de membres de la famille. Je vis toujours dans ma maison. La maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Je me suis fiancé avec Sarah, la femme avec qui je sortais, et nous préparons notre mariage pour le printemps prochain. Nous pensons à avoir des enfants dans quelques années.